abordé la question du financement. Comment accompagner les projets, mais comment aussi faire financer l'essaimage des projets, et à partir de quel moment, et comment les pérenniser. Une question qu'on a déjà abordée ce matin dans le débat, qu'on a déjà abordé, on a abordé également tout à l'heure dans cette table ronde, et que nous allons aborder maintenant dans la table ronde, qui va être animée par Pierre-Yves Malot, le président de Psychologie et Vieillissement. Merci beaucoup, Michel. Alors, effectivement, on le voyait ce matin, projet va avec financement de projet, hein, et on a déjà commencé à évoquer ça sur le mode du débat. On va pouvoir aller plus loin cet après-midi sur cette question du financement des projets. C'est vrai que quand on a un projet, généralement, le nerf de l'action, c'est l'argent, il en faut. Et donc, c'est là que commence le parcours du combattant, du porteur de projet, qui va devoir aller chercher parmi les différents financeurs possibles, celui dont les axes définis par lui-même comme étant ses axes porteurs, il va falloir trouver comment notre projet peut s'inscrire dans ces axes ou pas, hein, quitte à faire bouger des fois un peu le projet initial d'ailleurs pour le faire rentrer dans l'axe qui va bien, hein, qui peut nous permettre d'envoyer le projet répondant à l'appel à projet. Après, il va falloir effectivement créer le projet en lui-même, l'écrire. Et c'est intéressant ça, effectivement, parce que les financeurs ne donnent pas des sous comme ça. Il faut qu'on leur dise exactement un peu ce que l'on va faire, c'est-à-dire définir un peu une méthodologie. C'est intéressant, c'est un travail. Hein. Définir un budget, définir la mode d'évaluation par rapport à l'action que l'on va mener. Tout ça demande un temps, une énergie certaine. Après, il y a le temps de l'attente. Est-ce qu'on va être financé ou pas? Un petit temps de latence aussi qui s'impose. Puis, après, se pose la question, effectivement, on en parlait ce matin, et c'est une question importante, on va y revenir, la question de la pérennité de cette action-là, parce que souvent, les financements sont des financements de lancement de l'action, mais une fois que l'action est lancée, bon, si ce n'est pas un one-shot, c'est-à-dire si ce n'est pas une action courte, mais si c'est une action qui demande à être pérennisée dans le temps, comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on peut réussir à s'autofinancer? Toutes les actions ne sont pas autofinançables, dans le sens où toutes les actions ne font pas d'argent pour justement réussir à s'autofinancer ou à s'autofinancer complètement. Et il va s'agir là, à ce moment-là, régulièrement, de retrouver des financeurs, ce qui va de nouveau demander une énergie certaine aux porteurs de projets pour parvenir à pérenniser dans le temps son action. Et il y a la question de l'essaimage, dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire que cette action peut être reproduite ailleurs, mais ça veut dire que dans cet ailleurs-là, il va falloir de nouveau aussi aller chercher des financements particuliers pour pouvoir relancer une action identique à celle qui était l'action d'origine. Donc on voit que c'est un peu un parcours du combattant, parfois, que de trouver des financements. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie aux porteurs de projets. C'est ce qu'on va essayer d'éclairer un petit peu tous ensemble ici pour voir comment ça fonctionne un petit peu de l'intérieur et puis du côté des financeurs. Alors, pour cela, donc, on a un certain nombre de personnes de différentes institutions. Lucie Duarté, qui est de la CARSAT Bretagne. Monsieur Trivalier, Bretagne Active. Alors, on a de nouveau Samia, parce que le projet DFC, c'est un petit peu le fil rouge de notre après-midi, donc qui va aller un peu plus du côté du financement du projet DFC, avec Jean-François Kéméré, qui a été aussi pris dans la dimension du financement de trésorier de l'association, donc évidemment, voilà, un peu au courant de comment ça s'est passé pour la recherche de financement. Jackie Davio, au titre de la conférence des financeurs, et Yann Dédoué, donc de la Fondation de France, Région Bretagne. Voilà, donc vous quatre, vous allez pouvoir nous aider à comprendre un petit peu comment ça se fait aussi dans les financements de ces différentes actions. Mais je crois qu'avant de commencer, on a un petit film autour du DFC.
Alors Samia, peut-être pour commencer, peux-tu nous dire en 2 mots qu'est-ce qu'on vient de voir là? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas comprendre si on ne leur donne pas quelques Là, éclaircissements. vous avez un petit condensé justement de ce qui nous attend sur les 12 prochains mois. Donc, c'est le fameux séminaire dont on vous parlait tout à l'heure du 22-23 juin, où on a mobilisé tous les acteurs qui souhaitaient nous rejoindre sur cette dynamique qu'on va initier au sein du Bistrot Mémoire Rennais pour faire de Rennes une des premières villes accueillantes pour les personnes vivant avec des difficultés cognitives. Donc là, il y avait un groupe de travail justement où les gens se sont réunis en atelier pour évoquer leurs besoins et leurs attentes au niveau de la ville. Donc il y a différentes actions qui ont émergé, comme des ateliers de sensibilisation, comme des sorties. Et du coup, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, puisqu'on est prêt à démarrer ces actions, on a les partenaires, et maintenant, il va falloir les financer. Donc, vaste programme. Je vous regarde, mais je ne vous demande rien encore. Hein. Alors Jean-François, peut-être nous dire un peu comment ça s'est passé, le financement d'abord de cette action. Dire que l'idée des DFC qui est en réflexion depuis de nombreux mois, nombreuses années. Alors DFC, c'est Dementia Friendly Community. C'est ça. On dit tout à l'heure ville accueillante pour les personnes souffrant de pathologies cognitives. Ouais. Voilà, effectivement, ça s'appuie sur des travaux menés dans d'autres pays européens et Irène et Isabelle Degnaud ont participé à ces travaux et donc ont inspiré cette idée dans la tête des acteurs du Bistrot Mémoire Rennais. Et donc comment nous sommes passés de l'idée à la mise en œuvre. En fait, la grande idée des bistrots, c'était de sortir, de façon très synthétique, c'était de sortir des lieux de soins, des maisons de retraite, du cabinet médical de l'hôpital, pour aller et accueillir dans un même lieu des personnes qui vivent avec un problème de mémoire, des personnes qui sont sensibilisées à ces problèmes, des personnes qui sont dans l'entourage proche, de sortir de ces lieux stigmatisés pour aller au sein de la cité dans un bistrot. La grande idée de la DFC, c'est de sortir du bistrot pour essaimer dans la ville et faire en sorte que chacun puisse vivre dans la cité. Donc, de façon très concrète, très précise, synthétique plutôt que précise, comment nous sommes passés de l'idée à la mise en œuvre et de façon très opportuniste, nous avons répondu à 2 appels à projets. Un appel à projet d'abord de la Fondation de France, du programme Personnes âgées, vieillir acteurs et citoyens de son territoire, en 2016. Donc effectivement, c'est presque un parcours du combattant. C'est chronophage. Nous avons travaillé notamment avec Irène à la constitution de ce dossier. D'abord pour le déposer sur la fenêtre de février. Notre dossier n'a pas été retenu. Nous l'avons repassé à la moulinette, sans doute en précisant un grand nombre de points. Pour le déposer en juillet, il a été instruit. Nous avons rencontré un instructeur au mois d'octobre et les réponses sont arrivées en fin d'année, début d'année 2017. Donc vous voyez, un temps assez long et un temps pendant lequel on a du mal à se positionner, du mal à savoir où en est notre projet, comment il avance, est-ce qu'il va aboutir, est-ce qu'il ne va pas aboutir. Nous avions 2 entrées. L'entrée sensibilisation des acteurs de la vie et l'entrée également participation de personnes qui vivent avec un problème de mémoire à la conception et à l'ingénierie en fait, des dispositifs. Oui, le groupe d'expression et d'influence dont je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi un des axes majeurs de ce projet DFC, c'est de préserver la place et le rôle des personnes touchées par la maladie au sein de la cité, mais c'est de les rendre prioritaires sur l'expression de leurs besoins. Donc c'est de trouver un espace et un temps pour qu'elles puissent prendre la parole et exprimer ce dont elles ont besoin, elles, aujourd'hui et demain. C'est aussi une des grandes idées défendues par le bistrot. Nous avions déposé un dossier avec un budget qui s'appuyait sur 3 années. Nous n'avons été retenus que sur 1 année. Donc c'est aussi une traduction de la difficulté de pouvoir se projeter. Deuxième appel à projet, c'est celui de la conférence des financeurs. Et grâce au soutien de l'Union, qui a en fait
un accompagnement à la rédaction et à l'ingénierie de projet qui a repris les grandes lignes du projet que nous avions déposé à la Fondation de France et qui a permis d'obtenir le soutien de la conférence des financeurs, là également pour une année, avec une interrogation sur la période à venir, puisque le calendrier des appels à projets ne se superpose pas complètement d'une année sur l'autre. Il y a un décalage de quelques mois. C'est comment faisons-nous la jonction, puisque les financements obtenus grâce à ces appels à projets ont permis de recruter 2 personnes pour accompagner la mise en œuvre de notre grande idée. Voilà, de façon Très bien, synthétique. merci, c'est très intéressant et c'est vrai que cette question se pose et je pense qu'on va en parler de l'année. C'est-à-dire que l'attente peut-être de la part de certains financeurs que l'action se passe dans l'année où la subvention a été donnée. Ce qui, pour un certain nombre de projets, est évidemment extrêmement difficile, voire impossible, à tenir dans des délais comme cela. Et ça, c'est une problématique qu'on voit, que certains d'entre vous, certainement, ont connu ou connaissent actuellement. Donc, je pense qu'on pourra aussi y revenir. Mais je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous pour que déjà vous expliquiez un petit peu vos institutions, la façon dont ça fonctionne dans vos institutions par rapport à ces financements de projets. Madame Duarte. Alors, au niveau de la CARSAT, en fait, l'innovation sociale, elle est au cœur de notre politique. Alors, pour rappel, notre politique, c'est la préservation de la perte d'autonomie pour les personnes retraitées en GIR 5-6. Donc déjà, quand tout à l'heure on parlait effectivement de bornes, bah oui, effectivement, on a tous des bornes dans nos politiques. Et dans notre cas, nous, par exemple, il faut obligatoirement être retraité pour bénéficier de nos financements. C'est une première limite. Comment en fait la CARSAT finance finalement sa politique et enfin la met en œuvre et finance l'innovation. Donc tout d'abord il y a des aides individuelles, c'est ce qui est très classique, hein. C'est ce qu'on va retrouver à domicile comme le portage de repas, les aides ménagères. Mais malgré tout dans ces aides individuelles là, on est aussi dans des logiques d'innovation sociale puisque l'objectif c'est de sortir d'aides généralistes et de plus en plus d'aller sur le besoin des personnes avec des aides qui se personnalisent. Donc ça, c'est une première réponse que peut avoir la CARSAT par rapport à ce besoin d'innovation, c'est de diversifier les aides possibles. La deuxième chose, c'est le développement d'actions collectives de prévention. Donc pour ça, on lance en interrégime à travers une association qui s'appelle Cap Retraite. Alors l'interrégime, ça veut dire quoi? C'est toutes les caisses de retraite. La MSA, le RSI, l'ENIM, toutes les caisses de retraite ensemble qui lancent un appel à projet annuel. Pour l'année 2017, c'est 600 000 € de budget sur lequel les porteurs de projets sont amenés à répondre et puis en fonction des thématiques à obtenir des financements. Et dans ce cadre-là, l'innovation, c'est évidemment un critère de choix sur lequel on va être vigilant. Et puis le dernier point, et je pense que c'est un premier élément de réponse, c'est que la CARSAT est très impliquée dans la conférence des financeurs. Avec Jackie Davy, on se voit régulièrement dans cette instance. Et cette conférence des financeurs, c'est ça finalement, c'est de mettre tous les financeurs autour d'une table pour faciliter la vie des porteurs de projets et de ceux qui innovent au quotidien. Et Jackie va en parler, mais voilà, on a pour objectif de plus en plus d'aligner nos appels à projets, voire on a en perspective pour l'année 2018 d'avoir un appel à projet commun. Donc les fonds interrégimes des caisses de retraite et des conférences des financeurs vont venir s'additionner. Ça veut dire que pour un porteur de projet, concrètement, il n'aura plus qu'un seul appel à projet à faire, un seul dossier, et d'éviter cette démultiplication de dossiers avec des calendriers différents, etc. Donc je pense que c'est une première réponse et en plus, on prend un engagement de pouvoir faire des financements pluriannuels. Alors ça, il faut bien entendre que nous, en tant que financeurs, c'est très compliqué parce que nos budgets à nous sont donnés annuellement. Donc finalement, quand on prend un engagement pluriannuel, on prend un petit risque puisqu'on n'a pas la certitude d'avoir un budget qui nous est reconduit, ou en tout cas reconduit à l'identique l'année suivante. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Côté plus national, cette fois-ci,
côté CNAV, en fait, puisque nous, les caisses de retraite, en fait, nous avons la CNAV qui est la Caisse nationale et ensuite les CARSAT dans les différentes régions. Il y a un accent fort qui est mis sur la Silver Economy actuellement, avec un budget, vous voyez, de 6,5 millions d'euros en 2016 sur ce champ-là. Et en moyenne, il y avait une participation de 41% pour chaque projet de financement de la CNAV. Donc il y a eu différentes thématiques, mais beaucoup de projets ont été retenus autour de l'aide aux aidants, de la prévention à domicile, de l'isolement. Et en Bretagne, il y a 4 projets qui ont été financés rentrant dans ce cadre-là. Donc à Brest, un projet qui s'appelait Amalis, qui est un bouquet de services accessible sur Internet par la télévision pour des retraités de plus de 75 ans résidant dans le parc social. Il y a eu aussi Rosalie Life, donc une plateforme Internet mettant en relation les retraités pour participer à des projets collaboratifs et être ainsi acteurs de leur vieillissement. Et puis des projets régionaux. Donc le premier, c'était porté par la SNCF, c'était de promouvoir les services de la SNCF pour que les seniors prennent le train et que le train ne soit plus un obstacle à leur déplacement, mais vraiment une solution pour eux. Et puis un projet à ciel ouvert, donc un projet de prévention des chutes, mais pour les retraités vraiment les plus fragiles qui ne peuvent pas se déplacer, et donc avec des services individuels à domicile, avec une plateforme web, et avec l'objectif ensuite d'aller vers de la sortie plus collective. Et puis en Ille-et-Vilaine, on a de manière commune avec la conférence des financeurs un projet qui est à l'étude sur un bus numérique itinérant qui irait en fait accompagner les retraités dans leur accès au numérique. Donc, voilà sur la partie nationale. Donc si on récapitule un peu finalement les champs de financement de l'innovation au niveau des CARSAT et donc aussi au niveau national, en fait on a vraiment le champ classique de préservation de la perte d'autonomie pour lequel on fait des appels à projets et sur lequel on essaye de s'améliorer pour que l'appel à projet soit plus simple en facilitant la coordination. Et puis le deuxième, c'est très tourné Silver Economy, donc plus technologie, avec une perspective dans les mois à venir de création d'un pôle de compétitivité virtuelle. Alors comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est encore que cette idée. Mais en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que la CNAV au niveau national se rend compte que ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on est beaucoup de financeurs, on est beaucoup à financer notre petit champ de manière un peu parallèle et sans forcément se coordonner. Et donc, il y a un projet avec la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations de faciliter l'émergence de projets, mais aussi de faciliter leur déploiement. Et donc d'être vraiment dans l'accompagnement et de mettre plusieurs compétences autour d'une table ou de manière virtuelle pour pouvoir accompagner les projets et pour qu'ils se créent, qu'ils se développent, mais aussi qu'ils se pérennisent. Avec toujours en tête, sur la question des innovations techniques, et ça j'insiste dessus, l'idée que ça soit un complément, une plus-value par rapport à l'aide humaine, mais qu'en aucun cas on finance de la technologie pour de la technologie qui soit complètement déconnectée des besoins. Et ça c'est aussi quelque chose sur lequel on met l'accent parce qu'on peut aussi avoir un risque par rapport à cet effet un peu de mode autour de la technologie. Et pour terminer, je pense que voilà, on est tous autour de la table pour ça, c'est dans une logique partenariale, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'appel à projet que la CARSAT lance, elle ne le fait pas toute seule, elle le fait avec l'ensemble des caisses de retraite. Demain, c'est un appel à projet unique avec les conférences des financeurs. Vous voyez que sur le pôle de compétitivité, on travaille aussi avec d'autres acteurs et c'est vraiment l'objectif. Je pense que tous les financeurs ont quand même cette notion aujourd'hui qu'on est dans notre propre système. Parfois, on manque quand même de visibilité pour les porteurs de projets et qu'il faut vraiment que pour être plus visible, on soit mieux coordonné et qu'on rende la vie plus simple à ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Merci. Donc si je comprends bien, il y a un peu de niveau. Il y a la CARSAT qui est plus au niveau local, sur des actions plus locales, et donc la CNAV qui, elle, fait des choses avec, j'imagine, des budgets qui sont aussi complètement différents et des projets qui sont aussi beaucoup plus importants en termes d'argent, de poids financier. Tout à fait. Oui, c'est l'avantage de notre réseau, c'est-à-dire quand on parlait tout à l'heure de comment finalement on arrive à faire d'une bonne idée locale une idée qui se développe, c'est que l'avantage pour nous, CARSAT, c'est qu'on existe partout
et qu'on a un réseau, on se voit, toutes les CARSAT, on se voit une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Donc les bonnes idées, l'avantage c'est qu'un dossier qui est porté dans une CARSAT, très facilement, s'il souhaite être porté dans une autre CARSAT, la CARSAT d'origine peut tout à fait aider ce projet et convaincre ses collègues qu'il a du sens. Donc c'est aussi l'avantage de notre réseau. D'accord. Ben, on y reviendra tout à l'heure, mais on va continuer un peu ce premier tour de table. Monsieur Tribalier, donc Bretagne Active. Donc c'est différent encore type d'association, et je crois c'est plus porté sur la question de l'emploi, oui. Aussi au cœur de clairement. Alors je crois qu'il y avait un petit support pour 5 minutes de présentation. Mais, donc déjà, on remercie l'Union de nous avoir invités pour cette journée. Donc là, je représente Bretagne Active. Donc Bretagne Active est une association loi 1901, donc on existe depuis plus de 20 ans maintenant. On appartient à un réseau national qui s'appelle France Active. Donc France Active a été créée à la fin des années 80, donc suite au travail notamment de Claude Alfondéry, ancien résistant, ancien banquier. Et donc le prisme initial, c'est vraiment le prisme de l'emploi. Donc tous nos métiers, tous nos outils ont pour vocation de faciliter la création d'emplois, le développement d'emplois sur le territoire, et notamment pour nous sur le territoire breton, avec différents métiers. Et par rapport à ce qui nous concerne davantage aujourd'hui, donc plus le champ, on va dire, de l'économie sociale et solidaire. Donc on a 3 métiers. Donc premier métier, c'est le DLA, comme Gwenaëlle Hervé tout à l'heure, donc un métier d'accompagnement au conseil, donc sur d'autres territoires que Gwenaëlle. Un métier de financement, donc pour tout le secteur, on va dire, associatif employeur. Donc ça passe par la culture, le sport, la formation, le secteur de l'insertion, du handicap, de coopératif, pourquoi pas le médico-social. Donc là, clairement, on peut financer des besoins de trésorerie, on peut conforter des fonds propres, on peut apporter des garanties bancaires sur les prêts que font ces structures. Donc on injecte sur le territoire breton entre 2 et 3 millions d'euros par an pour ces structures de l'économie sociale. Donc là, c'est vraiment sur du financement. Et puis sur le champ vraiment de l'innovation sociale, donc ce qui nous concerne davantage aujourd'hui, donc on a la confiance de la région Bretagne et de la Caisse des dépôts depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc toujours dans l'idée de favoriser la création d'emplois sur le territoire et de favoriser la création de nouvelles structures, de nouvelles entreprises de l'économie sociale. Donc là, on peut financer des études de faisabilité, donc sur la dernière phase d'études. Donc études dont l'objectif, au final, est d'aboutir à la création de nouvelles entreprises de l'économie sociale qui répondent à des besoins non ou mal satisfaits par les acteurs présents. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait ce matin. On peut intervenir donc, sur différents champs d'activité, le handicap, l'insertion, l'aide à domicile, la culture. Donc on est aussi dans une logique de faciliter l'essaimage. Par exemple, une structure existante dans le domaine du handicap ou de l'insertion qui veut essaimer sur un autre territoire ou qui veut développer une nouvelle activité sur un autre territoire. Donc, elle peut travailler en interne pendant quelques mois pour travailler sur ce projet-là. Mais à un moment, pour mener à bien son projet, il va lui falloir embaucher quelqu'un sur 6 mois ou sur 9 mois pour finaliser l'étude. Et c'est vraiment sur cette dernière phase d'étude qu'on intervient en cofinancement. Là, par contre, ce n'est plus du prêt, c'est de la subvention. Et on est cofinanceur avec la Fondation de France, avec des collectivités, avec l'ADEME, avec différents acteurs, avec l'État aussi, selon les thématiques. Clairement, les budgets d'études, c'est souvent entre 30 et 40 000 euros, donc dont à peu près la moitié pour le poste de chargé de mission qui va faire l'étude. Et donc, nous, on finance une partie de ce budget, entre 40 et 50%. Donc, on est sur une moyenne de 15 000 euros, mais on a toujours le prisme d'emploi, quoi. Donc notre objectif, c'est quand même que le maximum d'études aboutissent à une future entreprise de l'économie sociale avec un potentiel d'emploi significatif à la clé, donc 3 ou 5 emplois. Donc clairement, si une personne vient nous voir, si c'est juste pour créer son association et son emploi, ce n'est pas notre créneau, quoi. Donc on veut vraiment financer des projets structurants sur le territoire, des projets aussi en lien avec le territoire, les collectivités. Donc c'est souvent avec des comités de pilotage élargis aux collectivités, à l'ADEME, aux différents acteurs. J'ai déjà trop parlé, je crois. Et peut-être 2-3 chiffres concrets. Donc là, on a à peu près, depuis 10 ans, donc notre métier d'innovation sociale monte en charge clairement depuis 3-4 ans.
Donc aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'entreprises de l'économie sociale qui sont toujours en activité en Bretagne, ça représente aujourd'hui à peu près 250 équivalents temps plein, donc beaucoup de structures dans le domaine de l'insertion, du handicap, du tri, du recyclage, légumerie bio, groupement d'employeurs culture, insertion, voilà, ce type d'activité. Dernier dossier intéressant, donc un projet de légumerie bio qui est en train de se mettre en place. Un projet aussi sur l'accès au savoir pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, donc enfants ou adultes. Donc voilà, les secteurs sont très larges. Et au-delà du financement, on aide aussi à orienter les gens, à les conseiller, mettre en réseau au-delà du côté sous proprement dit. Je vous remercie. Et il y a des actions que vous financez aussi qui ont eu trait justement à la question du vieillissement de la population. Enfin, c'est quelque chose que vous voyez de temps en temps passer. Alors c'est vrai que sur le secteur du médico-social, effectivement, on a un peu moins de projets, parce que c'est pas forcément le cœur initial de notre métier, mais on s'est autorisé à financer une étude sur la création d'un lieu accueil enfants-parents, donc une structure un petit peu qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Donc on ne s'interdit pas de regarder les projets, mais après voilà, on a aussi nos propres critères, notamment sur le modèle économique, sur la création d'emplois quand même derrière. Donc, mais voilà, on est ouvert, on est ouvert au projet, quoi. Jackie Davio, je vous passe la parole pour nous expliquer ce qu'est la conférence des financeurs, d'autant que c'est encore assez récent, même si ça commence à être connu. Oui, c'est un peu récent, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc on a aussi préparé un petit document. Donc la conférence des financeurs, donc, de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans. C'est un long titre qui découle de la loi... et c'est la slide suivante, voilà. Donc cette loi de fin 2015... qu'on appelle la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement. Ce qui est à retenir dans ce titre, c'est le mot adaptation. Pour une fois, le législateur a dit c'est à la société de s'adapter et non pas aux vieux, de s'adapter à la société. C'est un peu la différence avec les autres. Et dans cette loi a donc instauré cette conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Depuis donc fin 2015, la loi a été votée, mais dès 2015, le gouvernement avait sollicité les départements pour être préfigurateurs de cette loi et pour expérimenter. Donc nous, en Ille-et-Vilaine, avec 26 autres départements, mais nous étions le seul de Bretagne, nous avons donc participé à l'expérimentation de ce que ferait la conférence des financeurs et nous avons donc aussi avec les autres précisé les attentes de cette conférence. Alors cette conférence, mais je vais redire ce qu'a dit déjà Lucie Duarte, c'est une instance de coordination visant une meilleure synergie des politiques de prévention et de leur développement. C'est donc bien, ce n'est pas un mélange des fonds, des finances, c'est bien un endroit où tous les financeurs viennent et participent à une réflexion sur les moyens de cette prévention de la perte d'autonomie. Alors, on va vous montrer comment est composée cette conférence en Ille-et-Vilaine. Il y a 19 membres. Alors, la loi dit que le département en assure la présidence et que l'ARS, l'Agence régionale de santé, en assure la vice-présidence. Nous avons, en Ille-et-Vilaine, voulu aller plus loin et demander à la CARSAT aussi, et bien sûr qu'il l'a accepté, d'en assurer aussi la vice-présidence. Ce n'est pas que du symbole, parce que derrière ça, il y a aussi le travail en commun. Les collectivités territoriales et les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale, sont représentés partout en France, ainsi que l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, parce que dans la prévention de la vieillissement, il y a aussi le logement, la CPIAM et puis la JCARCO, c'est marqué, vous voyez, et la Mutualité française. Donc nous avons installé cette conférence le 13 novembre 2015, qui n'était pas une date extraordinaire, mais bon, c'était la date qui était fixée depuis longtemps. Ces missions, donc tout d'abord, c'est de définir, c'est marqué comme ça, définir un programme coordonné de financement des actions individuelles. Alors nous avons, au préalable, en Ille-et-Vilaine, décidé de faire un diagnostic, et pour ça nous avons confié cette étude, ce diagnostic au cabinet Compas, avec lequel nous avons travaillé pendant plusieurs semaines. Nous avons été les uns et les autres dans les 7 pays du département pour rencontrer l'ensemble des acteurs de la prévention et de la perte d'autonomie pour savoir sur leur territoire ce qu'ils faisaient et ainsi, au final, voir aussi
qu'on appelle communément les trous dans la raquette, pour voir là où il manquait des choses. Donc nous avons fait ce diagnostic et nous avons recensé les initiatives. Et enfin, une fois qu'on avait fait le diagnostic, on a établi un programme coordonné qui, autour de 4 axes, assez classique, de la prévention, donc la dimension physiologique, la dimension psychologique, la dimension sociale et environnementale, et puis enfin les actions de soutien aux aidants. Nous avons donc défini 15 actions au sein de ce programme coordonné que nous mettons en œuvre donc, depuis 2016. Et donc enfin sur le dernier paragraphe, mais Lucie Duarte l'a dit, réflexion multipartenariale. Je dois dire ici que je témoigne que nous avons la chance, je crois, en Ille-et-Vilaine, d'avoir des acteurs qui travaillent depuis longtemps ensemble, qui se connaissent bien, qui, je pense, apprécient et qui ont aussi un but commun, le souci d'améliorer le quotidien des personnes qui sont en perte d'autonomie. Alors, les moyens financiers, c'est là que c'est intéressant, enfin, pour l'instant. Donc, rappelez que l'argent que la conférence des financiers perçoit provient de la CNSA, la Caisse nationale solidarité autonomie, 140 millions en 2016 ou 2017 pour la France, et nous avons, bénéficié en 2016, qui n'était pas une année pleine, d'1,4 million, et cette année de près de 2 millions d'euros de financement. Je vois des yeux qui s'écarquillent, mais ces sommes doivent permettre d'avoir un effet levier pour des actions qui sont portées par les uns et les autres et par vous personnellement. Donc, on a voulu avoir... on a fait un appel à projet, des appels à projets. Cette année, nous avons financé pour l'instant 152 projets très différents. Et les sommes sont très variables. Ça va de 1 000 euros à des structures jusqu'à des sommes qui approchent peut-être les 100 000 euros en fonction des sujets. Donc on a, en fonction de critères qui ont été travaillés, et là je veux tout de suite dire que si les politiques décident, la mise en œuvre c'est quand même les techniciens, et remercier Anne-Chantal Rubion qui est chargée de mission au département, et ses collègues CARSAT avec qui on travaille au quotidien pour définir ces projets, pour évaluer et puis nous soumettre ces projets à décision lors de la conférence des financeurs. Donc nous avons souhaité, ça a été dit dès le début, et Lucie Duarte l'a dit, les porteurs nous disent mais on répond à des appels, c'est pas les mêmes qu'à côté, que vos copains de l'ARS, à CARSAT, c'est jamais le même temps, c'est jamais au bon moment, et c'est très compliqué. Donc nous sommes tenus par les CNSA à remonter pour le 30 juin de chaque année le bilan de l'année passée. Donc on demande aux structures des bilans à mars pour qu'ils puissent, que nous puissions remonter ce que nous avons fait dans le département donc pour le 30 juin. Donc, mais néanmoins, on a bien entendu la complexité des porteurs de projets. Je vois ici les directeurs de structure qui répondent régulièrement. Et donc nous avons, c'est je crois une première en Bretagne, souhaité mettre des projets, des appels à projets en commun, facilitant ainsi, nous l'espérons, les porteurs de projets pour qu'ils puissent un peu avoir une lisibilité. Et puis, sur le long terme, nous avons, c'est vrai, retenu le principe sous réserve des financements, d'une pluriannualité des financements, parce que faire tous les ans le même projet en étant incertain, c'est très compliqué, c'est très stressant pour les structures et pour les personnes qui mettent en œuvre les projets. Donc nous avons demandé, au moins pour le département, le président du département a accepté qu'on s'engage sur une pluriannualité des projets. Je pense qu'on peut contractualiser sur 3 ans, toujours sous réserve des financements de la CNSA, car en ce moment les choses bougent un peu dans tous les domaines. Nous verrons bien, mais en tout cas, normalement, on devrait pouvoir continuer comme ça. Donc voilà, et redire que bien sûr, ces projets, donc surveillez, vous êtes normalement bien inscrits, vous devrez recevoir des appels, des mails d'appels à projets, et n'hésitez pas, nous serons, vous l'avez dit monsieur tout à l'heure, nous avons financé les bistrots mémoire l'année dernière à hauteur de 52 000 euros et cette année déjà 14 000. Donc voilà, nous avons, on peut le dire simplement, des financements du national qui doivent permettre de répondre au projet, bien sûr du moment qu'ils soient dans les critères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer le loisir, on ne finance pas le personnel d'agents ni de formation de personnel, mais tout le reste est finançable. Donc voilà, je vous invite à répondre à l'appel à projet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dédoué, donc pour la Fondation de France régionale.
Donc, Fondation de France Grand Ouest, merci de votre invitation. Peut-être je vais être assez rapide sur la présentation de la Fondation de France. Je pense que c'est dans les échanges à la fois Pierre-Yves, ce que vous avez brossé en introduction, qui est effectivement le vécu, je pense, de beaucoup de porteurs de projets. On sentait votre vécu, je vous en félicite, et puis qui recroise avec ce que vous disiez, monsieur, et je réagirai à ça. Donc, la Fondation de France, elle a été créée en 69 avec l'idée de développer la philanthropie. C'est un organisme complètement privé et indépendant. C'est important de savoir ça parce que, en fait, au travers des financements qu'on fait sur le monde associatif, ce qu'on redistribue, c'est de l'argent qu'on va collecter nous. Donc ça ne tombe pas chaque année. Il faut que chaque année, ce qu'on accompagne sur notre métier de financeur de la vie associative, établissements de recherche, certains établissements publics, petites communes rurales, c'est l'argent qu'on va collecter en amont. Et d'ailleurs, les dotations d'une année qu'on va redistribuer sont généralement le fruit de la collecte de l'année précédente. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que ça dit quelque chose aussi du fonctionnement d'un organisme. Donc le premier métier de la Fondation de France, c'est un métier de financeur. On crée nos propres programmes de financement. Un petit mot là-dessus, la Fondation de France, c'est au niveau national 200 permanents, 500 bénévoles. On a sur le Grand Ouest 2 bureaux, un à Rennes, un à Nantes, un réseau de 40 bénévoles sur l'ensemble des départements qui sont en général des jeunes retraités de l'action sanitaire, sociale, de l'éducation, du monde de la recherche, du monde de la culture, qui croisent les champs sur lesquels nous travaillons. Et c'est ces mêmes personnes, plus des personnes en activité dans différents organismes, bien souvent des associations, qui vont réfléchir sur l'activité de création de programmes de financement. Alors ça se fait au niveau national, pour positionner avec l'argent qu'on peut avoir sur une thématique et qui sont souvent par thématique environnement, culture, personnes âgées, des enveloppes pour le national qui sont d'1 à 2 millions d'euros. Donc à un moment, nous, ces comités et programmes, ils font l'adéquation entre des moyens qu'on a et là où on va pouvoir être un peu impactant avec cette mise de fonds-là, et il y a toujours cette péréquation qui est faite. Donc, premier métier de la Fondation de France, création de ses propres programmes de financement. On en a à peu près une quarantaine, principalement l'appel à projet. Je ne vais pas revenir sur les forces et puis aussi les limites de ce dispositif. On est appelé à développer de plus en plus d'autres canaux, des aides plus structurelles qu'on développe petit à petit, du fait du paysage qui est mouvant aussi. Donc, premier métier de la Fondation de France. Chaque année, l'année dernière, c'était au niveau national à peu près 9000 projets, bourses et prix accompagnés, 2 à 300 sur la Bretagne pour un montant de 2 à 3 millions d'euros. Fondation de France et l'ensemble de ces fondations abritées. Ça m'emmène sur le second métier de la Fondation de France, ce qui est de permettre à des personnes physiques ou à des entreprises de créer leur fondation. Donc la Fondation de France abrite aujourd'hui 828 fondations qui peuvent être aussi, pour vous dans la salle, des sources de financement possibles. Donc si vous allez sur le site internet de la Fondation de France, vous retrouverez les fondations que nous abritons et qui développent leur propre politique de financement de manière autonome. Voilà, et la Fondation de France va les mettre en capacité de faire le même métier que nous. Donc voilà rapidement pour qui nous sommes. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite on fasse participer la salle, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de questions de votre part. Juste, peut-être Pierre-Yves, oui. Pour lancer et réagir, parce que je trouvais ça illustre tout à fait effectivement les limites, la complexité, à la fois pour vous et pour nous aussi. Oui. Donc le projet du bistrot mémoire, effectivement, c'est sur un appel à projet personnes âgées. Je pense qu'on a été confronté à un projet qui était par rapport à l'appel à projet un peu en marche pour nous, d'où le délai de latence. Et le délai qui pour vous est long. Donc ça a été l'objet
Donc là, je vais vous parler du vécu concret. Ça a été l'objet aussi en interne de discussions. Il faut bien se rendre compte que quand on finance, ça ne repose pas sur le délégué général, ça ne repose pas et qu'on essaye toujours d'avoir des processus de décision collégiale. On sait que tout seul, on va plus vite. Donc ça serait parfois plus pratique. Nous, on a pris le parti de dire ensemble, on va plus loin, et ça nécessite d'organiser effectivement la décision de manière un peu collégiale et démocratique. Ça prend parfois plus de temps. Pour le bistrot mémoire, donc il y a eu un problème, je pense, effectivement, de compréhension de la démarche. Non pas sur le fond, mais du fait qu'elle était, par rapport à nous, ce qu'on accompagne sur cet appel à projet précis, à la fois, enfin, plutôt en marge, avec la volonté d'un côté de dire, ça ne correspond pas tout à fait, mais c'est intéressant. Et le corollaire de ça, de dire, c'est intéressant, mais du coup, on est plus lent à comprendre et plus long à décider. Donc, première chose pour les délais. Après, ce que je retiens aussi, c'est que vous avez commencé par la Fondation de France. Vous disiez que notre dossier, qui est exigeant, alors vous ne vous êtes pas trop arrêté là-dessus, mais c'est exigeant à remplir un dossier de la Fondation de France, mais que finalement, il avait pu vous servir pour la conférence des financeurs. Donc, c'est aussi l'objet de la Fondation de France, c'est d'avoir un effet levier. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine exigence quand on remplit le dossier, avec cette ambition qu'il vous aide à structurer et à présenter votre projet. Voilà, et donc cet effet levier que nous recherchons. Effectivement, c'est ce que je souhaitais préciser. Voilà, les interrogations que vous exprimez là, maintenant, nous ont permis de structurer le projet et de le reprendre et d'y revenir plusieurs fois. Et ça a été aidant pour passer à la mise en œuvre du projet. N'est-ce pas, Irène, hein? Je parlais du délai parce que c'est un point de vigilance. Ce n'était pas une critique, c'est un point de vigilance à avoir lorsqu'on se lance dans le projet et lorsqu'on programme le projet. Effectivement, comme le disait Pierre-Yves, on n'est pas sur une année, mais un projet d'ampleur comme celui que nous portons, hein, c'est un projet qui a vocation à être pluriannuel. Aller interroger, mobiliser un groupe d'acteurs qui vivent avec des problèmes de mémoire, ça demande du temps. Après, il faut les accompagner à la prise de parole et voilà, on va sur plusieurs années. Effectivement, comme le disait M. Davio, c'est sans doute une bonne chose qu'on ait une projection pluriannuelle sur les actions que nous développons. Donc je confirme que nous aussi, on est amené de plus en plus à être sur du pluriannuel. C'est aujourd'hui la réalité, limitée par ce que je vous expliquais sur la contrainte de l'enveloppe qu'on a collectée. Non, mais il est très, très, très juste, effectivement, que le fait d'être obligé de formaliser par rapport à l'appel à projet, la pensée, le projet, les concepts, l'évaluation, etc., c'est un travail qui est exigeant, mais qui est aussi très important parce que ça oblige justement à aller un peu au bout des choses. Et il y a aussi à la Fondation de France, effectivement, la dimension des instructeurs, hein, qui viennent aussi poser des questions supplémentaires quand ils ne voient pas bien de quoi ça cause, et qui là aussi oblige à avoir des réponses un peu précises. C'est vrai que c'est un cheminement, et dans ce sens-là, ça peut être intéressant, mais exigeant. Ouais. Oui, puis après, on est perfectible aussi. Vous nous y aidez. Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part ? Ou des remarques, ou des expériences, heureuses ou malheureuses? Alors, ne me dites pas que le débat a déjà eu lieu ce matin. Ça marche. Une question donc, par rapport justement à l'activité de la Fondation de France. Peut-être serait-il possible de préciser un peu les nouvelles modalités? Ça m'interpelle puisque donc, je travaille à la Fondation Médiac Alzheimer, ça vous l'avez compris, et on a un peu le même type d'interrogation et on est partenaire sur certaines opérations. Je sais qu'on a certains dispositifs comme ce qu'on appelle par exemple le soutien aux actions exploratoires. Donc, c'est pas systématique, mais de temps à autre, ça permet de faire
entrer une initiative, un projet dans la phase soutien sans forcément avoir eu au préalable une thématique comme porte d'entrée. Mais disons que c'est assez ponctuel comme processus. Et donc, on est nous-mêmes, en tant que fondation, en train de réfléchir, et je serais curieux d'en savoir plus, parce que je pense que c'est vraiment important aussi de construire plus de souplesse par rapport aux demandes du terrain qui nous bousculent. Alors rapidement, il y a une première. Alors dans le domaine de l'habitat et du mal-logement, on a pris le parti d'accompagner des porteurs de projets sur 3 années avec des thématiques telles que l'accession à la propriété des ménages modestes, par exemple, ou des thématiques autour de l'éco-construction, où au lieu de faire paraître un appel à projet de manière massive, on va à la fois par les réseaux et puis par un petit texte court faire remonter un certain nombre de projets, sélectionner une quinzaine d'acteurs au niveau national qu'on va accompagner durant 3 ans. Voilà, et là on est sur une logique un peu différente de l'appel à projet. Un autre canal qu'on a développé et qu'on appelle la bourse aux associations, où on se rend compte de la fragilisation d'un certain nombre d'acteurs, et où là, alors pareil dans la limite de notre moyen, donc au jour d'aujourd'hui on a fait rentrer 25 porteurs de projets et pour l'instant on les accompagne et on n'en fait plus rentrer d'autres en file active, mais l'idée est de dire les porteurs de projets qui sont fragilisés au niveau de leur structure, on va faire un soutien non plus fléché sur un projet mais un soutien à la structure. Et on va les accompagner là de 1 à 5 années, sur des montants qui peuvent être significatifs puisque ça peut aller jusqu'à 50 000 € par an. Et où on est vraiment sur une logique de partenariat dans la durée et de suivi de la structure. Donc ça aujourd'hui c'est un peu une expérimentation chez nous. On verra, ça a commencé, on est en année 3, on verra au bout des 5 ans, on fera un peu le bilan de ça et on verra comment ça réagit. Merci. Je voulais juste dire, plutôt un témoignage, nous avons déposé plusieurs projets. Et, non seulement, c'est pas une critique, c'est juste une réflexion, non seulement c'est compliqué au niveau de construction, de l'écriture du projet, il faut réfléchir déjà, effectivement, ça structure la pensée, mais aussi répondre à plusieurs questions, etc. Mais ce qui m'a étonnée aussi, là encore, c'est un axe en amélioration constante, mais c'est aussi, il faut adopter un langage spécifique. On ne peut pas parler, je suis psychologue par exemple, et il aurait fallu pour moi comprendre des codes, adopter un langage pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir transmettre le message. C'est juste une constatation. Donc c'était, en tout cas pour moi et pour mes collègues, c'est une double complication. Donc, d'un côté, la construction du dossier, le langage, et je connais plusieurs personnes qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas, juste sans accompagnement, de répondre à des appels à projets. Merci Ina, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante, et c'est vrai que chaque financeur a un peu ses mots-clés qui vont le faire dire « Ah bah tiens, le dossier là il est intéressant » parce qu'il rentre dans quelque chose qui est d'une préconception, on pourrait dire un peu des choses. Alors, effectivement, je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, mais... Oui, je veux bien vous répondre, madame. Alors après, j'imagine que quand vous êtes dans une structure existante, c'est quand même plutôt un projet collectif. Enfin, quand on répond à un appel à projet, c'est pas vous toute seule qui le faites, qui le montez. Donc après, effectivement, on ne peut pas vous demander à vous, psychologue clinicienne, de tout savoir sur la compta, sur les budgets, sur le côté trésorerie, investissement, fonctionnement, évidemment, quoi. Mais on part du principe, comme que si vous êtes dans une structure existante,
Alors soit vous avez quand même des compétences collectives en interne pour pouvoir chacun apporter votre pierre à la réponse à projet, ou éventuellement demander des compétences extérieures à votre expert comptable, ou bref. Mais effectivement, après, il y a parfois un langage un peu technique, de plan de financement, plan d'investissement, trésorerie, de fonctionnement, mais à un moment, c'est difficile aussi de tout de traduire sur des termes plus généralistes, quoi. Mais a priori, c'est quand même un projet de votre structure collective avec plusieurs personnes. C'est tout à fait vrai qu'on a tous des mots-clés, des codes. Malgré tout, je pense que ce qu'osent pas souvent les porteurs de projets, c'est d'appeler avant. Généralement, un appel à projet a toujours un numéro dessus et on a peu d'appels. Or, il ne faut pas hésiter parce que c'est justement au moment de l'appel que le projet peut être clarifié, qu'on peut aussi vous dire oui, ça peut rentrer si vous l'axez comme ça. Non, clairement, ça ne rentrera pas. Comme ça, vous évitez de perdre du temps. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais on a peu d'appels préalables. Et je pense que tout le monde y gagnerait dans la facilité à déposer les dossiers. Moi, je voulais juste intervenir en fait pour faire un petit pas de côté sur le terme financement. Pour travailler bien à la CARSAT et suivre des projets de la même manière. Je me rends compte que nous, on intervient aussi par un financement un petit peu détourné. On concourt à des projets par le biais des moyens que l'on a, des moyens de communication par exemple, qui peuvent être en fait mis, pas à disposition, mais des projets sur lesquels on contribue par le biais d'impression au service d'associations, par le biais d'envoi de courrier pour faire connaître leur activité ou leur projet. Et c'est une autre façon, là aussi, d'aider au partenariat et à la publicité, en fait. Je vois Michel, enfin mes collègues des caisses de retraite, on travaille aussi beaucoup de cette manière-là. Alors c'est moins pérenne, c'est moins important, c'est moins peut-être considérable en moyens que des appels à projets, des financements, comme on disait, annuels. Mais ça contribue quand même par des petites pierres à l'édifice de nombreux projets. Et moi, je me disais, on a parlé un petit peu ce matin aussi de bénévolat de compétences. Et j'ai aussi entendu parler du mécénat d'entreprise, où je pense à la Fondation Orange, ou peut-être d'autres fondations qui permettent à certains salariés, finalement, d'être détachés auprès d'associations qui en ont besoin sur des missions, tout en conservant, par exemple, leur salaire, je crois, payé par Orange. Je ne connais pas les détails, mais il y a des mécanismes fiscaux, qui permettent d'optimiser ça. Peut-être la responsabilité sociétale des entreprises aussi, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres façons d'explorer les compétences que l'on a tous ensemble, quoi. Voilà. Je crois que chez Orange, c'est au niveau de la pré-retraite, c'est-à-dire les gens qui veulent partir en retraite un petit peu avant peuvent faire comme ça, effectivement, aller dans des associations pour les aider à partir des compétences propres. C'est assez intéressant, ça. Il y a une question. Oui. En fait, depuis ce matin, on voit bien qu'il y a plein sur le territoire des dispositifs ou des moyens, des actions qui peuvent contribuer à des acteurs qui ont des initiatives locales pour le mettre en route. Moi, je vais simplement aussi apporter mon témoignage. Je suis sur donc un territoire depuis quelques années, en fait, sur cette commune, et en fait, j'ai changé de fonction. Mais néanmoins, je suis donc de métier de l'animation sociale, et donc en fait, quand on travaille depuis des années sur un territoire, on est repéré comme animateur social et aussi en capacité peut-être d'accompagner des projets, notamment au départ, ça peut être simplement des citoyens lambda qui se regroupent en collectif, qui peuvent devenir des associations. Et pour rejoindre notamment notre souci là sur l'accompagnement gérontologique, moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de retraités qui sont volontaires, qui viennent justement vers des professionnels comme moi, mais justement il n'y en a peut-être pas beaucoup, c'est pour ça que je vais revenir après sur comment c'est orienté les financements. Moi, je me pose cette question en l'occurrence, c'est que du coup, on voit que sur des territoires, on dit souvent il n'y a pas de solidarité. Ben, moi, je peux vous témoigner, sur mon territoire, il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de gens retraités qui ont envie d'agir en intergénérationnel pour les plus âgés qu'eux, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Et ils n'ont pas non plus cette capacité d'aller voir la Fondation de France ou même les interlocuteurs qu'on a eus tout à l'heure. Ils viennent nous voir, nous, professionnels, parce qu'ils nous ont identifiés. Et je me disais... Enfin, moi, ça fait 22 ans que je travaille dans l'animation socioculturelle. Je
je ne comprends pas pourquoi on bute toujours sur la même chose, hein, c'est-à-dire que la proximité, elle est importante pour déployer des actions et mettre en œuvre les choses. Et on s'aperçoit qu'on va financer des actions ponctuelles, mais en termes de pérennisation, il y a des métiers, il y a des professionnels qui peuvent accompagner ça sur le terrain, et on bute toujours sur ça. Donc moi, c'est une interrogation, hein, ça fait 22 ans que je travaille sur ce métier-là, et je m'interroge toujours. On finance des actions alors qu'on pourrait aussi contribuer sur du local. Il y a des métiers pour ça, il y a des gens qui sont formés à accompagner la méthodologie de projet, et on n'arrive pas à ça. Donc voilà, c'est une interrogation, et j'interroge en effet, notamment la conférence de financeurs où il dit on finance des actions mais on ne finance pas des professionnels. Voilà, moi je me pose cette question, pourquoi on n'arrive pas à sauter le pas? Je veux bien apporter une partie de la réponse, enfin, du moins une réflexion. Comme tout à l'heure d'ailleurs pour le DLA, quand même si Paul disait qu'elle ne connaissait pas le DLA, oui, ça existe depuis très longtemps, et puis on ne sait pas que ça existe. C'est un vrai sujet, la communication, le faire savoir, et c'est en perpétuel mouvement, et puis les structures changent, la société change, les règlements changent, donc c'est une question qu'on se pose en permanence. Nous, le département d'Ille-et-Vilaine et Conférence des financeurs, on a un moyen, un relais que vous devez connaître si vous êtes sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Ce sont les clics, pour faire des relais auprès de notre sujet, qui sont donc les personnes âgées de plus de 60 ans. Nous avons entre autres les 14 clics d'Ille-et-Vilaine, hein, sur l'ensemble du département. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un moyen intéressant, financé par le département pour la partie des personnes âgées, par la MDPH, pour la partie des personnes en situation de handicap. Voilà un des outils, un des moyens, mais la conférence des financeurs reçoit des projets déclic, mais pas que des projets déclic, il y a un projet aussi d'un tas de structures associatives, ou de CCAS, ou de CIAS, il y a de tout. Et voilà, enfin, je peux comprendre qu'on ne sache pas comment savoir, car parfois même moi je m'interroge sur les sujets que je devrais connaître. Comment on communique, c'est un vrai sujet qui sera en permanence posé, mais il faudra, je pense, que nous, les uns et les autres, nous efforcions de chercher l'information et de nous poser les bonnes questions, comme pour les projets. Où est-ce qu'on veut aller, ça? Bon, voilà ce que je ressens de votre question, mais ce n'est pas la bonne réponse, j'ai l'impression. Et il y a des personnes, sincèrement, sur le territoire qui ont envie. Enfin, moi, je peux vous dire, il y a quelques mois, il y a un petit groupe de personnes qui disent on aimerait bien, par exemple, monter un petit café le dimanche pour accompagner les personnes qui sont seules le dimanche. Voyez. Donc, en fait, il faut accompagner. Mis à part que, en tant que professionnel, on est déjà pris par énormément de choses. Je trouve que l'idée, elle est intéressante. On a des gens qui donnent du temps. Mais pour structurer les choses, il faut quand même quelqu'un, un professionnel, pour accompagner ça. Et ça, je pourrais vous en citer, mais des dizaines. Et ce que je dis, c'est qu'en termes de proximité au niveau des collectivités, elles ont besoin d'être soutenues pour pouvoir financer ces postes de professionnels. C'est juste ça. La communication, là, ces professionnels, ils savent aller chercher l'information, ils savent chercher les outils. Simplement, les postes n'existent pas. Juste nous, à titre d'exemple, on vient d'accompagner un groupe de personnes âgées sur une petite commune rurale bretonne, je ne me rappelle plus exactement où, parce qu'on voit passer quelques dossiers, où ça part d'un groupe de 7-8 habitants qui vont solliciter l'animatrice du centre social pour réfléchir à un habitat partagé sur la commune. Et on est vraiment dans l'amont du projet à essayer d'y réfléchir. Donc on a accompagné ce temps-là. Et on a accompagné parce que l'animatrice ne se sentait pas complètement équipée sur la participation. On l'a accompagnée en complément avec du consultanat pour l'aider à structurer tout ça. Voilà, pour répondre à... Donc nous, il nous arrive sûrement ponctuellement, mais d'accompagner ce type de projet, en incluant le salaire de l'animatrice du centre social. En incluant le salaire, parce que ça, c'est pas très Fondation de France. D'habitude, la Fondation de France, sur ce qui est... Alors, non, c'est pas une évolution, c'est une erreur, parce qu'on est sollicité, on accompagne les salaires des personnes directement liées au projet. Ça, c'est pas nouveau. Pierre-Yves, comment on s'est exprimé pour que vous...
Encore les jargons. ouais. Donc, je reviens sur là-dessus. On n'est pas vraiment lié contre au projet, accompagner ouais. des salaires tant qu'ils sont directement liés au projet. Très directement lié au projet, voilà. Tout à Bonne fait. nouvelle. Ouais. Moi, j'aurais juste une question avec réponse courte. Je parlais tout à l'heure d'essaimage. Je ne sais pas, Monsieur Davio, est-ce qu'au niveau de la Fondation de au niveau de la Fondation de France, ça se fait? Je sais que dans certains cas, la Fondation suit aussi quand il y a une bonne idée qui commence à essaimer et elle aide. Est-ce que la conférence des financeurs, le cas échéant aussi, peut comme ça être dans l'idée que il y a une bonne idée là qui est là, on va aussi aider à cet essaimage dans d'autres lieux à un moment donné. On peut soumettre l'idée de l'essaimage, oui. Notre relation avec les partenaires de projet, elle est comment on fait l'appel, ils répondent et puis on finance ou pas. Vous avez raison, c'est comment nous on fait savoir qu'il se passe telle ou telle chose sur le territoire. D'abord, nous remontons nos actions à nos financeurs. Et vous avez raison, c'est comment est-ce qu'on fait savoir que telle ou telle chose se passe. Il y a des rencontres entre, alors, je reviens en clic, mais il n'y a pas que, mais le département réunit régulièrement les clics d'Ille-et-Vilaine pour des temps d'échange d'échange de projets sur ce qui se passe dans le département. Mais nous avons un site dédié, les porteurs de projets ont un site dédié. Voilà, pour l'instant, c'est dans un sens, on peut très bien imaginer de faire savoir ce qu'on fait, de faire savoir ce que font les autres, parce que nous ne faisons rien. Enfin, nous sommes des financeurs, mais donc la conférence finance. Mais oui, il y a sûrement un sujet intéressant à faire savoir ce qu'on fait au travers, bien sûr, soit des publications, et ça vous l'avez dit, CARSAT ou département, mais peut-être au travers aussi de l'information descendante. Oui. Peut-être pour rassurer madame qui a posé une question sur les dossiers tout à l'heure, ils peuvent être compliqués. On vous montrera celui qu'on doit renvoyer à la SNSA, là, et finalement, ça rassure. D'accord, c'est une belle conclusion, oui, parce qu'on va être obligé, pour une question de timing, d'arrêter là. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents à cette table ronde très, très instructive. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves et merci aux intervenants, où l'on voit que la multiplicité des financements, eh bien, elle est réelle, avec la multiplicité des acteurs, mais qu'il y a quand même des efforts aussi qui sont faits pour essayer de donner de la visibilité, de la coordination à tout ça.